Dans l'histoire, Terrebonne est une seigneurie, un comté et une ville. Le territoire de la seigneurie comprend de nos jours les villes de Terrebonne, de Sainte-Anne-des-Plaines et de Sainte-Sophie. L'historien Serge Lorrain considère que cette seigneurie, Terrebonne, est le berceau de la région des Laurentides, bien que la ville soit de nos jours partie intégrante de la région de Lanaudière. Le comté de Terrebonne était assez grand. Il couvrait une bonne partie du territoire des Laurentides actuels. Aujourd'hui, je vous présente l'histoire de Terrebonne, la ville en me concentrant sur la partie que l'on connaît de nos jours comme le Vieux Terrebonne. Bienvenue à Histoire d'un Nord. Mon nom est Philippe Aubry. J'espère que vous êtes de très bonne humeur pour l'épisode d'aujourd'hui. Et je te dis, encore un autre qui pense qu'il est le premier à faire la blague. Franchement, Cass, pas moyen d'avoir du fun. Juste un peu. Pour revenir aux choses plus sérieuses, permettez-moi de faire les présentations. Pour cet épisode, j'ai l'honneur de présenter l'histoire de Terrebonne avec nul autre que Cassandra Smith, historienne et directrice de patrimoine et histoire Terrebonne, qui est également une amie et une collègue à moi. À toi l'honneur, Cassandra. Merci Philippe. Patrimoine et Histoire Terrebonne, plus connu sous le nom de PHT, est un OBNL qui œuvre à la conservation et la promotion de l'histoire et du patrimoine de la ville de Terrebonne auprès de la population en général. PHT est également un organisme reconnu par la ville qui a pignon sur rue dans le Vieux-Terrebonne, ici, à la Maison d'Histoire de Terrebonne. L'an prochain, PHT soufflera ses 50 bougies d'anniversaire. Merci, Cassandra. J'aimerais remercier l'historien Claude Blouin, un bénévole très actif à Patrimoine et Histoire Terrebonne pour la correction et l'évaluation de la recherche derrière la présente capsule historique. Comment Terrebonne s'inscrit dans le contexte de l'histoire des Laurentides et le contexte plus vaste de l'histoire du Québec? En tant que seigneurie ayant connu 3 seigneuresses aux commandes, quelle est la place des femmes dans l'histoire terrebonnienne? Comment les transports ont influencé le développement de la municipalité telle qu'on la connaît de nos jours? C'est le défi que nous nous sommes lancés, répondre à ces questions. Dans cet épisode, nous vous présentons la première des 2 capsules sur l'histoire de Terrebonne, des origines en 1673 à l'abolition du régime seigneurial en 1854. Bon épisode. La seigneurie de Terrebonne est concédée en 1673. Tout d'abord, sous le régime français, il faut savoir que les municipalités n'existent pas. Le roi Louis XIV, dans un effort de peuplement de sa colonie nord-américaine, concède un grand nombre de seigneuries, le seul mode d'occupation du territoire en vue d'établir des colons de manière permanente en Nouvelle-France. Les seigneurs, qui dirigent les seigneuries, ont le devoir d'y établir les censitaires, qui sont ses sujets. Il doit remplir certaines obligations, comme celle de veiller à la construction d'un moulin banal pour que les agriculteurs y fassent moudre leurs grains. De leur côté, les censitaires paient le cens, un montant symbolique pour affirmer leur attachement à la seigneurie. Ils ont le devoir de mettre en valeur leur terre et de la léguer à leur descendance. À l'époque, il existe une taxe de bienvenue, les lods et ventes ou les lots et ventes, correspondant au 12e du prix de la terre. Les relations entre les seigneurs et les censitaires sont beaucoup plus souples en Nouvelle-France que sur le vieux continent. Les colons sont plus mobiles et peuvent avoir des terres dans plusieurs seigneuries. Le territoire actuel de Terrebonne a connu la présence des Premières Nations avant l'arrivée des Européens. La rivière des Mille-Îles et le fleuve Saint-Laurent leur servent de voie de navigation. Si on a découvert des sites haudenosaunés à Lanoraie, aucune trace de maison longue n'a été mise au jour, malgré la proximité de Terrebonne avec Montréal. Toutefois, les recherches archéologiques du domaine seigneurial de Mascouche, au nord de Terrebonne, ont révélé la présence d'un campement temporaire près de la rivière Mascouche, appelée Masquois, qui signifie ours en langue algonquine. Le territoire de Terrebonne a probablement connu les portages des nations nomades entre la rivière des Mille-Îles et la Mascouche,
qui sillonne le territoire de la seigneurie de Terrebonne. En introduction, j'ai mentionné que le nom Terrebonne est associé à plusieurs entités géographiques. Je viens de vous présenter la seigneurie. Il existe exactement le comté de Terrebonne, un territoire qui est assez vaste. Il naît en 1792 sous le nom Effingham, à la formation de la Chambre d'Assemblée législative du Bas-Canada. Lorsque le Canada devient une fédération en 1867, il y aura un comté provincial et fédéral sur le même territoire qui porte le nom de Terrebonne. Terrebonne, en tant que comté, sera immense et englobe une bonne partie du territoire des Laurentides actuelles, allant même jusqu'à Saint-Jovite. La paroisse est une manière d'organiser le territoire dans la région catholique, qui est majoritaire au Québec. Avec l'arrivée d'un système municipal à partir de la fin du régime seigneurial en 1854, une paroisse devient souvent une municipalité au territoire très vaste. De nombreuses villes actuelles sont issues de ce système de délimitation territoriale. Autrefois, pour devenir un village, il s'agissait d'avoir 300 habitants dans un hameau. De nos jours, on accorde le statut de village lorsque 40 habitations sont comprises dans un territoire de moins de 60 arpents. Pour être considéré une ville, il faut avoir une population d'au moins 2000 personnes. Cela dit, au temps de la Nouvelle-France, le système municipal est inexistant. L'appellation bourg en Nouvelle-France désigne l'endroit de la seigneurie où se trouve le manoir du seigneur, l'église et le moulin banal. Dans la présente capsule, il est souvent question du bourg de Terrebonne, qui est donc le cœur de la seigneurie du même nom. C'est l'endroit qui devient avec les années le centre-ville de Terrebonne, ou le vieux Terrebonne actuel. Le 23 décembre 1673, la Compagnie des Indes occidentales, fondée par le secrétaire d'État du roi Jean-Baptiste Colbert, concède la seigneurie de Terrebonne à André d'Ollier d'Aislande, également membre de la Compagnie. Mis à part lui donner un nom, il n'a aucune contribution notable. Parlons-en du nom de Terrebonne. Henri Masson, qui a rédigé un ouvrage sur les seigneurs de Terrebonne, avance l'hypothèse suivante. D'Ollier d'Aislande aurait nommé son fief Terrebonne pour faire l'antithèse du domaine en Suisse de l'un de ses amis, le domaine d'Aubonne. Il aurait ainsi volontairement altéré l'orthographe de sa seigneurie pour imiter son ami. La correction sera faite un peu plus tard pour en arriver à l'orthographe actuelle. Qu'en est-il de la qualité des terres dans la seigneurie d'André d'Ollier d'Aislande? En bonne relation avec Charles Aubert de la seigneurie de Lachenay, qui est la voisine de Terrebonne, peut-être était-il au fait du potentiel de son domaine. Il a un agent sur place qui administre ses affaires, car Deslandes n'est jamais venu en Nouvelle-France. En 1681, la seigneurie de Terrebonne est vendue à Louis Lecomte Dupré grâce à l'intermédiaire de Charles Aubert de Lachenay. On lui doit une douzaine de concessions, mais il ne bâtit ni manoir, ni moulin seigneurial, ni chapelle. Il demeure à Ville-Marie, sur l'île de Montréal. La lenteur de la colonisation s'explique probablement du fait que la seigneurie voisine de Lachenay subit les assauts répétés des Haudenosaunee de 1689 à 1692. Après la signature de la Grande Paix de Montréal en 1701, les premiers censitaires arrivent à Terrebonne entre 1702 et 1710. Les premiers lots sont concédés verbalement. Il fallait donc avoir une pleine confiance. En 1710, le seigneur Louis Lecomte Dupré visite sa seigneurie pour la première fois. Il mandate alors l'arpenteur Gilles Basset pour mettre de l'ordre dans ses affaires. Les lots sont délimités, les familles sont recensées au nombre de 13 et on officialise sur papier les titres des censitaires. Environ 4 enfants par famille, on peut estimer que la seigneurie compte une soixantaine d'habitants. Les premiers colons de Terrebonne entretiennent des liens étroits entre eux. Ce sont souvent d'anciens voisins d'autres seigneuries. On peut aussi remarquer que les chefs de famille sont issus de l'armée. Certains sont des enfants des soldats du régiment Carignan-Salière et des filles du roi. Le peuplement de la seigneurie de Terrebonne n'est pas étranger aux efforts de la couronne française pour peupler sa colonie de la Nouvelle-France. À ce sujet, malgré leur nombre restreint de 771, les filles du roi assurent la nombreuse descendance de la nation québécoise jusqu'à nos jours. On estime d'ailleurs qu'environ 1 million de Québécois et Québécoises comptent parmi leurs ancêtres une de ces célèbres mères de la nation. Le seigneur Dupré décède en 1715 et c'est sa femme Marie-Catherine Roland de Saint-Georges qui devient la toute première seigneuresse de Terrebonne.
Elle administre les affaires depuis Ville-Marie avant de vendre la seigneurie au juge François de Bois en 1718. De Bois ne possède pas la droiture allant de pair avec son poste. Il accumule d'ailleurs les délits. Accusé à l'âge de 19 ans de commerce illégal d'alcool avec les Premières Nations, plus tard de désobéissance aux ordres du roi et enfin de pratique de commerce en étant juge, un acte répréhensible dans sa fonction. De Bois vend sa seigneurie à Louis Lepage en 1720. Âgé de 30 ans, lorsqu'il prend possession de la seigneurie de Terrebonne, l'entrepreneur curé Louis Lepage donne une véritable impulsion au développement de son domaine. C'est aussi le premier seigneur à habiter la seigneurie. Notons que Lepage est à la fois curé et seigneur, et il a la charge de deux autres paroisses voisines, Saint-François-de-Sales, qui est aujourd'hui le quartier Saint-François de la ville de Laval, et Lachenay, qui fait de nos jours partie de la ville de Terrebonne. Louis Lepage ne chôme pas. Il concède 28 lots en une seule journée en 1723. Sa seigneurie est d'ailleurs habitée de 318 personnes en 1736. Et en 1739, la population a grimpé à 370 personnes. La présence de l'Église en pierre, qui est érigée en 1734, et du presbytère favorise bientôt la création d'un petit bourg que le seigneur Lepage nomme de son propre aveu Saint-Louis de Terrebonne. Des marchands s'y installent pour profiter de la vitalité économique de la seigneurie. Il faut dire qu'elle possède un fort potentiel hydraulique que le curé souhaite rentabiliser rapidement et ainsi faire travailler son monde. Les meules d'un premier moulin à farine tournent dès 1721 et déjà en 1722-1723, un moulin à scie est en activité à Terrebonne. Certaines essences de bois présentes sur les terres de la seigneurie sont rapidement épuisées, signe du dynamisme de la nouvelle entreprise seigneuriale de Lepage. Et comme si ce n'était pas assez, Louis Lepage est également propriétaire de 5 fermes en vue de fournir en vivres les troupes du roi. La position stratégique de Terrebonne sur les cours d'eau favorise le transport des différents produits des entreprises du seigneur. Sur la terre, avec l'ouverture du célèbre chemin du roi entre Québec et Montréal en 1734, Montréal se voit intégré dans le premier réseau carrossable officiel de la Nouvelle-France. Dans la seigneurie, c'est l'actuelle rue Saint-Louis et la route 344 qui forment le chemin du roi en 1733-1734. Les censitaires de la Grande-Côte, donc l'actuelle côte de Terrebonne qui longe la rivière des Mille-Îles, réclament depuis un certain temps une telle voie de communication pour favoriser les déplacements vers les moulins seigneuriaux. Ce chemin de 24 pieds de largeur sera bâti par corvée et tous doivent fournir les matériaux nécessaires aux clôtures et ponts réalisés sur son tracé. Malgré un développement inégalé de la seigneurie et de ses moulins, le seigneur Louis Lepage s'endette de plus en plus. Menacé de toutes parts par ses nombreux créanciers, il est contraint de liquider son domaine en 1744 à Louis de la Corne pour éviter la faillite. Le couple formé de Louis de la Corne et Élisabeth de Ramsay prend les rênes de la seigneurie de Terrebonne pour la période allant de 1745 à 1784. Il continue l'œuvre de colonisation de Louis Lepage, en plus de profiter des éternelles guerres entre la France et l'Angleterre pour rentabiliser les moulins de la seigneurie. Lors de la guerre de la succession d'Autriche, laquelle a lieu de 1740 à 1748, l'intendant Hocquart conclut des ententes avec le seigneur Lacorne pour approvisionner en vivres les magasins du roi. Les bonnes récoltes se succèdent, les moulins tournent à plein régime, une véritable bénédiction pour le seigneur Lacorne. Quelques années plus tard, la guerre de la Conquête, guerre qui a lieu de 1754 à 1760, amène de nouveau la seigneurie de Terrebonne à participer à l'effort de guerre. En plus de fournir des vivres, la seigneurie accueille les régiments Lassard et Berry des troupes de terre françaises, lesquelles sont menées par le général Montcalm. Ces troupes prennent leur quartier d'hiver dans la seigneurie de 1757 à 1760. Au décès du seigneur de la Corne, c'est sa femme qui prend la direction de la seigneurie, devenant ainsi la deuxième seigneuresse de Terrebonne. Élisabeth de Ramsay, aussi connue sous le nom de Marie-Élisabeth, se révèle être une administratrice efficace et dévouée. Il faut dire que la fin de la guerre favorise la croissance de la population de Terrebonne, qui compte environ 976 personnes en 1765. Elle concède un grand nombre de terres dans la portion de la seigneurie qui donnera naissance à Sainte-Anne-des-Plaines.
La seigneuresse de Ramsay favorise également le développement du bourg de Terrebonne en autorisant le censitaire Jean-Baptiste Dupré à lotir sa terre en parcelles. Ce nouveau lotissement permet la création de 28 lots, lesquels donnent lieu aux rues Sainte-Marie et Saint-André dans le Vieux-Terrebonne. En termes modernes, on peut dire que la seigneuresse de Ramsay fait de la densification à Terrebonne. C'est ainsi qu'en 1781, on retrouve 63 maisons au village. Sous la plume des notaires de l'époque, le hameau devient véritablement le bourg de Terrebonne, puisque c'est un centre administratif et le marché des environs. À partir de 1784, Terrebonne est dirigée par des marchands d'origine britannique. Jacob Jordan est le nouveau seigneur. Il achète en 1785 la seigneurie voisine de Lachenay, mais il la revend 9 ans plus tard, en 1794. Le marchand seigneur Jordan concède beaucoup de lots dans la partie nord de la seigneurie, ce qui mène à la création de la paroisse de Sainte-Anne-des-Plaines en 1787 et ce qui va créer vers 1815 New Paisley et New Glasgow, qui est aujourd'hui la ville de Sainte-Sophie près de Saint-Jérôme. Avec le blocus napoléonien en Europe au début des années 1800, le commerce devient très profitable au Canada. C'est dans ce contexte que Simon McTavish acquiert la seigneurie de Terrebonne en 1802, en vue d'en faire une véritable entreprise capitaliste. Les moulins lui apparaissent comme un investissement. Il fait donc construire la boulangerie-entrepôt sur l'île des Moulins. À son décès en 1804, la seigneurie de Terrebonne est louée pour une période de 12 ans à l'entreprise Mackenzie Oldham & Company, qui est formée des partenaires de Simon McTavish. Cette compagnie se spécialise dans la fabrication de biscuits de mer à partir des farines moulues à Terrebonne. Elle fournit la marine britannique qui, comme vous le savez peut-être, est considérable à l'époque. C'est donc une bonne idée de se lancer dans le transport maritime avec l'acquisition de Goélette pour assurer le transport fluvial des marchandises entre le bourg de Terrebonne et St. John's. On fournit également le poste de traite de l'entrepôt de la Chine, où transite tout le commerce des fourrures qui passe par la rivière des Outaouais. À Terrebonne, la compagnie McTavish Frobisher embauche 238 Terrebonniens de 1802 à 1821 pour la traite des fourrures, car elle est partenaire de la Compagnie du Nord-Ouest, qui sera absorbée plus tard par la Compagnie de la baie d'Hudson en 1821. On souhaite également faire la coupe de bois à Terrebonne, mais il est impensable de rivaliser avec les chantiers de l'Outaouais. La présence des moulins assis à Terrebonne semblerait être un atout. Mais toutefois, comme il n'y a pas de véritable rivière dans l'axe nord-sud dans la seigneurie et que la rivière Mascouche n'est pas favorable à la brave, on ne peut guère s'imposer dans le domaine. Sur la terre, de nouvelles routes sont ouvertes dans les années 1820. Le chemin de la Grande Ligne relie le bourg de Terrebonne au secteur de New Glasgow sur la rivière de l'Achican, en passant par le secteur de La Plaine. Il était temps, diront certains. Les déplacements terrestres en seront grandement simplifiés pour l'ensemble de la seigneurie de Terrebonne, car c'est le premier véritable axe nord-sud. On peut se permettre d'estimer que la route 337 de nos jours, donc la montée Gascon, le boulevard Laurier, reprend à peu près son tracé. Le bourg de Terrebonne se développe à un bon rythme. Une multitude d'artisans et de professionnels, hôteliers, bouchers, boulangers, médecins, côtoient des travailleurs dont les activités sont reliées au moulin, manutentionnaires, charretiers et bateliers. On recense 820 personnes réparties dans 168 maisons dans la partie village de Terrebonne. Toujours dans la décennie 1820, le régime seigneurial crée des mécontentements. Il faut dire que partout dans le Bas-Canada, les seigneurs sont enclins à abuser de leur pouvoir. À Terrebonne, on considère que les concessions de terre sont injustement faites. Les Canadiens français souhaitent avoir accès à de nouveaux lots, car les familles nombreuses surchargent les lots déjà occupés. Les seigneurs britanniques priorisent l'établissement de nouveaux sujets, de la même origine qu'eux, créant un favoritisme quant à la concession des lots. S'il y a bien un nom que l'on associe à l'histoire de Terrebonne, c'est celui des Masson. Joseph Masson, premier millionnaire canadien-français, achète la seigneurie en 1832. Sa femme, Geneviève Sophie Raymond Masson, est désignée seigneuresse par legs testamentaire à la mort de ce dernier en 1847. Joseph Masson est un marchand négociant réputé dans le domaine de l'import-export, d'où il tient sa fortune. Très occupé, il mandate Germain Raby pour administrer les affaires de sa nouvelle seigneurie.
Raby dresse un rapport du complexe des moulins et un inventaire des terres de Terrebonne. Joseph Masson partage son temps entre Montréal, Québec, les États-Unis et Glasgow, en Écosse. Malgré sa présence au Conseil législatif du Bas-Canada et son commerce à diriger, il se fait un devoir de passer une journée par semaine dans sa seigneurie de Terrebonne lorsqu'il est au pays. Le seigneur veille à améliorer les moulins par l'ajout de meules à ses installations et l'ajout de digues. La meunerie fournit essentiellement le marché local, ce qui n'empêche pas une intense activité banale si l'on se fie au rapport de l'agent seigneurial Germain Raby. En 1846, Joseph Masson fait reconstruire le moulin à farine, remplaçant un moulin précédent qui nécessite l'ajout de meules pour fournir un meilleur rendement. Il souhaite diversifier ses activités en fondant une distillerie-brasserie à Montréal, ce qui n'est pas sans rappeler ce qui se fait du côté de Sainte-Thérèse dans la seigneurie de Blainville avec les entreprises de Thomas Portus. Masson est un seigneur typique de l'époque dans la gestion de son domaine. Il est réputé pour être très dur envers les censitaires et alimente la grogne contre le régime seigneurial du Bas-Canada. Les terres qu'il concède sont chèrement payées et il n'hésite pas à poursuivre en justice les censitaires en défaut de paiement. Pour les seules années 1839 à 1842, le seigneur dépose 680 demandes de saisie pour non-paiement du cens. Rien pour calmer la grogne qui règne au Bas-Canada dans les années 1830 qui mènera aux rébellions patriotes de 1837-1838. On se trouve à l'époque dans le régime parlementaire britannique qui est établi en 1791, dont un comté électoral assez vaste porte le nom de Terrebonne, comme je le mentionnais au début de l'épisode. En 1833, le bourg de Terrebonne reçoit la visite de Louis-Joseph Papineau, le chef du Parti patriote à l'Assemblée législative du Bas-Canada. Les patriotes de Terrebonne sont souvent oubliés de l'histoire québécoise, qui retient généralement ceux qui sont tombés au combat lors de la célèbre bataille de Saint-Eustache le 14 décembre 1837. À Terrebonne, il est intéressant de découvrir que les patriotes organisent un banquet de la Saint-Jean-Baptiste le 24 juin 1835 à l'Hôtel Reeves sur la rue Saint-Louis. Aussi, lors des insurrections de 1837, ils détruisent le pont Porteus le 6 décembre qui relie Sainte-Rose à Rosemère sur la rivière des Mille-Îles, en vue de ralentir la progression des troupes britanniques qui foncent vers Saint-Eustache. En 1838, les frères chasseurs tentent une nouvelle insurrection qui échoue et on va négocier une paix avec le seigneur Masson et les sujets loyalistes de Terrebonne. Le traité qui en découle va servir de preuve pour inculper les éléments patriotes lors du procès de mars 1839. Comment vous parler des Massons sans parler de la troisième et dernière seigneuresse de Terrebonne, Geneviève Sophie Raymond Masson? Cette femme entreprenante participe activement au développement de la ville en tant que seigneuresse et femme d'affaires. Comme vous le disait Philippe plus tôt, c'est par la volonté de son défunt mari qu'elle accède au prestigieux titre de seigneuresse. Fait intéressant, le quart des seigneuries de la Nouvelle-France furent administrées à un moment ou à un autre de leur histoire par une femme. Terrebonne fait ainsi partie d'une minorité ayant connu 3 fois plus tôt qu'une femme aux commandes. L'abolition du régime seigneurial en 1854 n'empêche en rien les Terrebonniens et les Terrebonniennes de lui donner du Madame la seigneuresse, tant son nom est lié au destin de la ville. En 1849-1850, la seigneuresse procède à l'agrandissement du complexe des moulins sur l'île du même nom. Elle mandate Joseph Atkinson, architecte et homme de confiance de son mari, pour réaliser les édifices suivants. Le Moulin Neuf, qui est un vaste complexe comprenant plusieurs moulins, soit à scie, à cardé et à moulange, ainsi qu'un second moulin à farine et un bureau seigneurial. Édouard Masson, troisième enfant du couple seigneurial dont je vous ai déjà parlé, pour son implication dans la colonisation de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, tient une manufacture d'étoffes dans le Moulin Neuf, tout juste derrière moi. En 1854, la fin du régime seigneurial ouvre la porte à l'établissement de moulins privés par le retrait du privilège seigneurial sur les cours d'eau. Dès les années 1860, on en compte une trentaine sur le territoire de la seigneurie de Terrebonne. Comme je vous l'ai déjà expliqué, dans la série chronologique sur l'histoire des Laurentides, les moulins à eau forment la structure industrielle de l'époque dans la région. Mais vous savez, la vie n'est pas qu'économique, surtout pas dans une localité de l'importance de Terrebonne.
Au 19e siècle, la population du Bas-Canada est peu scolarisée. À Terrebonne, on note la présence de 2 écoles d'institution royale entre 1810 et 1825. Ces écoles sont financées par l'État et l'enseignement se fait en anglais dans l'une d'elles. En 1825, elles seront fusionnées en une seule école, mixte. D'ailleurs, les catholiques se joindront au contingent d'élèves. Le curé Jean-Baptiste Saint-Germain était très inquiet de voir des filles et des garçons fréquenter le même établissement. Il accueille donc avec joie l'ouverture d'un couvent pour l'enseignement aux jeunes filles en 1826 qui est tenu par 2 religieuses de la congrégation Notre-Dame. En 1850, le couvent accueille 130 étudiantes. En 1847, le Collège maçon est fondé grâce à des fonds offerts par Édouard Masson au nom de sa mère. Si l'institution devait originellement être un collège industriel, l'influence du curé Thomas-Benjamin Pelletier mène à la transformation en véritable collège classique. Situé à l'ouest dans le bourg de Terrebonne, il se fait rapidement trop petit. Madame Masson, son fils Édouard et la fabrique de la paroisse cèdent un terrain au coin de la rue Saint-Louis et Laurier pour permettre la construction d'un nouvel édifice en 1857. En 1867, on délaisse la formation classique au collège voisin, dont le petit séminaire de Sainte-Thérèse, pour y donner uniquement les cours commerciaux. Un incendie va ravager l'imposant édifice de 5 étages en 1875 et il ne sera pas reconstruit. Entre 1850 et 1854, Geneviève Sophie Raymond Masson fait construire sa somptueuse résidence. Elle considère l'ancienne maison seigneuriale comme vieille et poussiéreuse et trouve qu'il y fait froid. Elle fait ériger, face à cette ancienne maison, ce château de 125 pieds par 75 pieds en pierre taillée au coût de 80 000 $. Il en coûte ainsi 4 fois plus cher que le montant initialement prévu. Comme quoi, les dépassements de coûts, ça ne date pas d'hier. Pour comprendre à quel point cette somme est astronomique, mettons-la en perspective avec le salaire d'un religieux qui enseigne au Collège maçon. Un tel enseignant gagne 160 $ par année. Donc, même en vivant 100 ans, il lui serait impossible de payer le quart de la construction de cette monumentale résidence. À son décès, en 1882, Geneviève Sophie Raymond Masson lègue son domaine aux Sœurs de la Providence. Celles-ci y tiennent l'hospice Sainte-Sophie pour Damagé de 1884 à 1888. Les descendants de la seigneuresse Masson ne sont pas du tout enchantés par cette donation et considèrent s'être fait ravir leur héritage. Ils se montrent si hostiles à l'endroit des sœurs qu'elles en viennent à quitter les lieux et à leur rétrocéder le manoir. Le château Masson sera ensuite inoccupé pendant 14 ans. En 1901, les Pères du Très-Saint-Sacrement achètent la bâtisse pour une somme dérisoire, 11 750 $. En l'espace de 50 ans, 75 % de la valeur du château s'est envolée. Un tel effondrement de la valeur immobilière est tout bonnement impensable aujourd'hui, surtout avec la crise généralisée du logement. Les Pères du Très-Saint-Sacrement érigent un juvénat qui deviendra un collège classique et séminaire plus tard. Aujourd'hui, le Collège Saint-Sacrement est une école secondaire privée réputée. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous n'irons pas plus loin ensemble. Terrebonne s'apprête à entrer dans une nouvelle ère à compter de 1854. En plus de l'abolition du régime seigneurial, le vent de la révolution industrielle souffle sur le Québec des années 1850. Dans le prochain épisode, nous vous présenterons Terrebonne et son histoire de 1854 à la période contemporaine. Je m'appelle Philippe Aubry, historien, camionneur et auteur du projet Histoire d'un Nord. Et je suis Cassandra Smith, historienne et directrice générale de Patrimoine et Histoire Terrebonne. Nous vous donnons rendez-vous le 31 juillet 2024 pour la suite de l'histoire terrebonnienne. À bientôt!